suggérer ici 3 applications du principe de gratuité dans le champ économique et politique. J'en évoque quelques autres dans mon livre et du coup je vous renvoie à sa lecture si vous souhaitez aller plus loin. Première piste d'application, l'économie vernaculaire. On a vu que pour la pensée économique dominante, la richesse résulte de la production de biens en vue de leur mise sur le marché. Mais on a vu aussi avec les espaces de gratuité que ce n'était là qu'une manière de générer des usages et sans doute pas la meilleure vu la raréfaction des ressources et la menace sur nos écosystèmes. Or, les espaces de gratuité le prouvent. L'usage peut se générer autrement, sans producteur ni consommateur, sans vendeur ni acquéreur, mais par une mise à disposition gratuite de biens, mais aussi de temps, de compétences, d'outils, de ressources entre libres contributeurs, en dehors du recours ou de la référence à un marché. C'est l'accès aux usages qui importe, il n'y a pas forcément besoin d'argent ou d'usine pour ça. Cette économie centrée sur l'usage, non marchande, c'est l'économie vernaculaire. On pourrait la qualifier d'économie domestique ou d'économie de ménage, mais outre que ces termes sont quand même pas très bien connotés, ils ne signalent pas la dimension pleinement communautaire de cette économie. C'est sans doute pourquoi Ivan Illich, encore lui, va chercher dans le droit romain ce terme de vernaculaire qui désigne, je cite, la production sociale par opposition à la production économique, la génération de valeurs d'usage par opposition à la production de marchandises, l'économie de ménage par opposition à l'économie de marché. Ce sont les actions autonomes, hors marché, au moyen desquelles les gens satisfont leurs besoins quotidiens, actions échappant par leur nature même au contrôle bureaucratique. Le vernaculaire, en somme, c'est l'alternative au tentaculaire, la génération autonome de ses besoins d'usage pour soi et ses proches, sans recours au marché. Cette économie, en fait, on la connaît tous parce qu'elle est vieille comme le monde. Rappelons-nous nos grands-parents. Beaucoup cultivaient leur potager, habitaient une ferme construite par leurs ancêtres, fabriquaient leurs outils, leurs meubles, leurs vêtements, cueillaient leurs fruits. Le recours au marché était limité aux seuls biens non générés par la famille proche ou étendue. L'économie vernaculaire, c'est donc l'économie de base dans toutes les sociétés. On se repasse les objets, on met à disposition, on s'entraide, on fait avec ce qu'on a, on ne compte pas son temps. Par essence, elle est économe en ressources et en déchets. Par contre, elle ne génère pas du tout de PIB. Est-ce la raison pour laquelle elle a quasiment disparu ? C'est surtout que les piliers sur lesquels elle repose ont disparu et en premier lieu les communautés d'alliés qui ont disparu à tout niveau. La famille, réduite à sa portion la plus congrue, mais aussi la communauté villageoise, avec l'éradication des communaux après la Révolution française et la disparition des travaux collectifs. Dans une économie marchandisée, en fait, il importe plus d'avoir de quoi acheter une moissonneuse, des maçons polonais ou une assurance, que d'appartenir à une communauté qui pourvoira aux besoins de ses membres à la façon d'une famille élargie, via l'entraide. Au point qu'on en arrive aujourd'hui à marchander toutes les activités humaines, à un coût exorbitant, un coût qu'on n'arrive plus à supporter. Car si le marché fonctionne assez bien pour produire des épingles ou du sel par exemple, il est loin d'être performant pour accompagner le début et la fin de vie, la santé, l'éducation réelle, ou encore la construction et l'alimentation saine. Toutes ces activités à forte intensité de main-d'œuvre étaient bien mieux assurées dans le cadre d'une économie vernaculaire qui ne compte pas son temps et s'adapte aux singularités du milieu et des besoins particuliers. Du coup, la question se pose. Comment renouer avec cette économie vernaculaire ? Eh bien, les espèces de gratuité nous soufflent la réponse en élargissant le cercle de la famille pour recréer des communs. Ainsi se développent les chantiers participatifs, les écolieux, éco-villages, communautés autonomes, les ateliers de réparation autogérés, les incroyables comestibles, les cantines collectives, les jardins partagés, etc. Toutes ces initiatives qui visent à générer des usages en contribuant librement et gratuitement de son temps ou de ses compétences, à partir des ressources localement disponibles, participent de cette économie vernaculaire. S'il est difficile de lutter contre le marché, il est assez simple en fait de renforcer la sphère d'influence du vernaculaire chaque fois que possible. Et il faut le faire, parce que le marché c'est un pharmacone, le mot grec pour dire médicament. Et le marché c'est comme un médicament, c'est-à-dire qu'à petite dose, il peut être très utile, par exemple pour s'approvisionner en sel ou en épingle. Par contre, à grosse dose, comme un médicament, c'est la mort du vivant. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui.
Or, la force du vernaculaire, ce n'est pas de s'opposer frontalement au marché, mais d'en faire l'économie au sens propre du terme, c'est-à-dire d'en faire un usage économe, mesuré à l'échelle de ses besoins propres. Le vernaculaire préfère l'économie du marché à l'économie de marché. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de se rappeler ce que veut dire le mot économie. Économie, ça vient du grec oikos, la maison, et nomos, gérer, administrer. L'économie, c'est donc la gestion de la maisonnée. Ce n'est pas du tout la production de biens sur un marché à des fins de maximisation de profit. Non, la gestion de la maisonnée pour satisfaire les besoins d'usage de tous ses membres. Et ça, c'est exactement ce que fait l'économie vernaculaire. Elle a le souci des siens et de son milieu. Elle assure directement les principaux besoins d'usage. Elle garantit la subsistance. Elle est, en somme, le filet de sécurité dont on aura besoin dans les décennies à venir pour faire face à l'effondrement du système productif et marchand globalisé. Car le marché au loin, il a l'air invincible comme ça. Pourtant, il ne tient qu'à un fil électrique, un fil énergétique. On va manger quoi quand les camions n'auront plus d'essence et les supermarchés plus de systèmes réfrigérés? Vous savez comme moi que les grandes villes ont 3 jours d'autonomie alimentaire. Alors comment on fait pour redéployer cette économie vernaculaire? Pour démultiplier ces communautés d'alliés, s'entraidant mutuellement pour couvrir ensemble leurs principaux besoins d'usage, qu'ils soient alimentaires, mais aussi énergétiques, vestimentaires, constructifs, éducatifs, culturels. Comment on fait pour passer de quelques initiatives isolées à un maillage suffisamment dense pour nous servir collectivement de filet de sécurité? Eh bien là aussi, le principe de gratuité suggère un outil pour réactiver cette économie vernaculaire, l'instauration d'un revenu donné gratuitement à tous les membres d'un bassin de vie, afin qu'ils puissent développer des activités propres à satisfaire directement leurs besoins d'usage. Cette proposition n'est pas nouvelle et s'inspire largement de la réflexion autour du revenu de base, né du constat de la disparition structurelle des emplois avec la robotisation et la hausse de la productivité. Faisant ce constat, des penseurs ont suggéré, il y a déjà plusieurs années, le versement d'un revenu de base que le MFRB, Mouvement français pour le revenu de base, définit comme il a 5 critères, que je cite pour le distinguer du REA que le gouvernement s'apprête à mettre en place, mais qui n'a d'universel que le nom. Le revenu de base, il est en principe universel, c'est-à-dire que tout le monde le touche, individuel, il est touché à titre personnel, inconditionnel, sans condition de ressources ou de contrepartie, cumulable, avec un salaire ou une retraite par exemple, et ad vitam, c'est-à-dire qu'il est garanti de la naissance à la mort. Il s'agit en somme de donner gratuitement à chacun, quel que soit son âge, ses activités, ses revenus, ses compétences, sa situation de famille, un identique revenu de base, préalablement à toute activité, afin de lui permettre de déployer librement des activités non dictées par la contrainte marchande. C'est un changement radical, on le voit. Au lieu de devoir travailler pour gagner sa vie, on reçoit un revenu pour pouvoir vivre et œuvrer à son idée. Ça repose très clairement sur la conscience d'appartenir à une maison commune et la confiance que la somme de toutes ces libres contributions seront suffisantes pour assurer les besoins vitaux de tous. La confiance en somme dans le vivant et l'intelligence collective pour s'ajuster naturellement comme dans tout écosystème interdépendant. Il est clair que cette confiance n'est pas encore au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça explique sans doute pourquoi nous peinons à adopter cet outil, alors qu'en fait il résout plein de problèmes insolubles sans lui. On l'a vu, la rareté structurelle de l'emploi, mais plein d'autres choses. La pauvreté, qu'il permet d'éradiquer immédiatement, l'accompagnement des changements de vie, reconversion, création d'activités, etc. Le soin aux proches, que ce soit des enfants, des malades, des anciens. Mieux, en assurant une base de revenus, ce revenu permet de subventionner d'une certaine façon les activités socialement utiles, voire nécessaires, mais non rentables, car intensives en main-d'œuvre. Je pense à l'agriculture de qualité et de proximité, à l'éco-construction artisanale, au tri et au remploi des objets. Tout ça coûte trop cher en main-d'œuvre. Par contre, si on a déjà une base de revenus pour pouvoir mener ces activités, là, elles pourraient se développer. En ça, un revenu de base accompagne directement la transition énergétique et écologique, tout en anticipant la perte d'emploi de millions de salariés dans des secteurs appelés à évoluer, voire disparaître. L'automobile, la pétrochimie, le nucléaire, l'élevage et l'agriculture intensifs, etc. Autre avantage, l'allocation d'un revenu universel est simple et lisible dans le temps.
contrairement à l'aide sociale qui devient inefficace du fait de sa complexité, des délais administratifs, des effets de seuil et d'aubaine qui finissent par éviter son recours, voire éviter toute reprise d'activité susceptible d'amener à une réévaluation des droits existants. A l'inverse, la perspective garantie de toucher un revenu quelles que soient ses autres activités permet d'élaborer des projets à long terme, genre relocalisation en zone rurale, une formation professionnelle, etc. Cet outil du revenu de base, pertinent en tant que tel, devient encore plus intéressant si on imagine de le verser à l'échelle d'une collectivité locale via la création d'une monnaie locale non transférable en euros, versée à tous les habitants sous forme d'un crédit à la consommation locale. Il sert alors directement de levier financier à la relocalisation de l'économie à hauteur de plusieurs millions, j'ai envie de l'appeler d'euros, par mois, qui pourraient ainsi être injectés au service de l'économie locale. L'argent injecté ne peut pas retourner dans le marché spéculatif, ni alimenter une surproduction mondialisée toxique, ce qui est quand même le risque d'un revenu de base versé en monnaie nationale, mais génère au contraire une économie résiliente de proximité, c'est-à-dire l'économie vernaculaire. Franchement, face aux heures sombres qui s'annoncent, je ne vois que cette garantie de ressources pour tous, pour sécuriser à long terme les populations les plus fragiles, en leur donnant les moyens de se construire une vie digne, hors cadre marchand, plutôt que de chercher des boucs émissaires pour évacuer leur peur de manquer. Au fond, tout cela est assez simple. On réactive une économie vernaculaire grâce au versement en monnaie locale d'un crédit à la consommation locale pour tous. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire ? De le faire ? Rien. Ce qui nous empêche, c'est de le décider. Décider par exemple que les collectivités locales soient habilitées à créer leur propre monnaie pour garantir la résilience économique à long terme. Du pur bon sens en fait. Pourquoi les banques commerciales auraient-elles un droit, le droit de battre monnaie, que les collectivités locales n'auraient pas ? Sauf qu'on voit bien, on retombe une nouvelle fois sur la question de la gouvernance. Refaire société autrement, c'est le décider ensemble, or on sent bien que le bas blesse à ce niveau. Comment peut-on décider ensemble de telles mesures, par exemple ? Alors, est-ce que le principe de gratuité pourrait également s'appliquer au champ politique ? C'est intéressant comme question. Eh bien oui, certainement. La gratuité, on l'a vu, remplace le rapport duel instauré par l'échange ou le système de dons par une contribution libre au commun. Cette médiation par le commun a des implications politiques directes. Il ne s'agit plus d'organiser la compétition entre des forces concurrentes en faisant valoir la loi du plus fort, celle du marché en économie, celle de la majorité en politique, mais la coopération entre contributeurs libres et égaux. Dès lors, toutes les formes issues de la compétition, que ce soit les partis, les syndicats, les élections de liste, les candidats déclarés, le principe majoritaire, etc., deviennent obsolètes. C'est dans la place des outils qu'on peut regrouper sous la bannière de la sociocratie, c'est-à-dire, pour reprendre la définition de Wikipédia, un mode de gouvernance qui permet à une organisation, quelle que soit sa taille, d'une famille à un pays, de fonctionner efficacement sans structure de pouvoir centralisée selon un mode auto-organisé. Pour ce faire, la sociocratie utilise des outils, considérant qu'ils font de beaux outils pour bien construire. Au lieu de la régulation par la loi, la sociocratie préfère outiller ses acteurs pour qu'ils puissent réaliser leur grande œuvre politique, à la façon d'un artisan, selon le besoin singulier. Parmi ces outils, on trouve l'assemblée tirée au sort, puisque chaque citoyen est considéré comme pareillement capable et légitime de porter la parole du commun, l'élection sans candidat, pour les questions requérant une compétence particulière. Ainsi, dans la Grèce antique, les lois étaient votées par une assemblée tirée au sort, mais les stratèges étaient élus. Des techniques aussi de facilitation de la parole publique, avec des rôles comme des animateurs, facilitateurs, gardiens du temps, etc. Des mandats courts, impératifs, révocables. Et surtout, la prise de décision par consentement. Alors le consentement, ce n'est pas l'unanimité, mais le point où plus personne ne s'oppose, le point où on trouve un accord. Il est étroitement lié à la nécessité de vivre ensemble. Imposer sa vérité par la force, y compris du nombre, génère rancœur et transgression. Pas facile de vivre au quotidien avec quelqu'un dont la parole n'a pas été prise en compte. Or, le but de la sociocratie n'est pas de gouverner, mais de faire société. En cela, elle se distingue profondément de la démocratie. Encore un petit passage étymologique, la démocratie, vous le savez sans doute, vient du grec démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Sauf que
Les Grecs avaient 3 termes pour dire peuple. Il y avait donc démos, qui est cette notion de masse. Comme s'il y avait inscrit dans le mot même de démocratie cette idée de pouvoir des masses, voire de gestion des masses, qui conduit presque logiquement à la démagogie, voire à la dérive populiste. Sauf que les Grecs avaient donc 2 autres termes, laos, dont sera issu le mot laïcité, qui est ce que un peuple peut avoir en commun, le plus petit dénominateur commun de tout le monde, et puis socios. Socios, ce sont les personnes liées par des relations significatives, c'est-à-dire des gens qui se connaissent suffisamment pour pouvoir se parler, avoir mis une tête sur un nom, etc. La sociocratie repose donc pleinement sur la conscience d'habiter une maison commune, dans laquelle on vit avec l'autre et non pas contre l'autre. Établir une sociocratie, c'est donc refonder des communs, voire des communes politiques, tout autant qu'économiques, reliées plutôt qu'empêlées. La multiplication des mouvements informels témoigne de cette refonte des périmètres de gouvernance, de pyramidaux à horizontaux, avec des collectifs politiques constitués selon le besoin et en tant que de besoin. Mais surtout pas institutionnalisés, figés pour l'éternité. Il y a cette idée encore de collectif politique qui soit mouvant, où l'énergie circule, où le pouvoir circule, où la décision circule. Dans ce contexte, la participation des citoyens n'est pas du tout accessoire, au contraire, elle est capitale, puisqu'elle signe leur appartenance au commun de la cité. On ne peut pas recevoir d'une main sans donner de l'autre. Chacun est tenu de participer à la vie publique, a fortiori quand vient son tour, c'est-à-dire si son nom est tiré au sort ou si ses compétences sont requises par ses pairs. Et cela va sans dire, évidemment, cette contribution à la chose publique, la res publica, la République, ne peut être que gratuite. En conclusion de cette exploration des potentiels de la gratuité, je vais revenir là où j'ai commencé, c'est-à-dire sur le terrain d'expérimentation que sont les espaces de gratuité. Il y a quelque temps de ça, j'ai acquis une robe à une recyclerie. Je l'ai payée 2 ou 3 euros, pas plus. De retour chez moi, je l'ai essayée, elle ne me convenait pas tout à fait. Je me suis demandé ce que j'allais en faire. Est-ce que j'allais la ranger dans mon placard ou est-ce que j'allais la remettre directement dans le sac où je mets de côté ce que je vais donner au prochain espace de gratuité? Si je l'avais trouvée gratuitement, elle serait repartie aussitôt. Mais parce que je l'avais payée, même une misère, je l'ai rangée, sachant pertinemment que je ne la porterais pas, mais incapable de m'en séparer tout de suite. Pas parce que j'y tenais, mais parce que j'avais l'impression que je lui devais ou que je me devais quelque chose. Mon acquisition m'obligeait à en tirer un profit, même réduit, même limité à un entreposage d'1 an ou 2. Cet entreposage, à défaut d'usage, justifiait mon achat. Ce faisant, j'ai réalisé à quel point acheter fait entrer dans la boucle de la dette. Dette matérielle avec les emprunts, les crédits évidemment, mais aussi dette subtile, obligation d'usage, d'entreposage, de nettoyage. Combien d'objets ne nous servent à rien qu'à les dépoussiérer régulièrement? Combien de livres ne seront jamais relus, de vêtements jamais portés? Et pourtant, nous leur consacrons de l'espace, un espace dont le coût au mètre carré représente plusieurs milliers d'euros. Nos logements ne cessent de grandir, ils font le double en superficie de ce qu'ils faisaient il y a 50 ans pour une famille de même taille, alors que nos familles diminuent. Comment c'est possible? Parce qu'au lieu d'héberger des gens, nous hébergeons des objets. Nous les entassons, nous les déplaçons. Ces objets sont nos chaînes, nos geôliers. Ils prennent toute la place dans nos vies et peut-être même la place de la vie. Cette dette que nous contractons avec l'objet, que nous acquérons, est à double tranchant. Puisqu'il nous enchaîne à lui, nous exigeons de lui des contreparties. Il doit combler tous les espoirs, conscients et inconscients, que nous plaçons en lui. Ainsi, cette robe, son achat, au final, a généré de la frustration, le sentiment d'être trompé, d'avoir perdu de l'argent, même 2 ou 3 euros. Et maintenant, c'est l'univers qui me doit, puisque mon achat n'a pas été à la hauteur de mes espérances. J'ai un sentiment de perte bien au-delà de 2 ou 3 euros. Rien de tel. Quand il s'agit de donner, de recevoir dans un espace qui n'est pas celui du don à autrui, mais du don au commun, n'impliquant pas l'obligation de recevoir tout ce qui est donné, mais le libre choix de prendre ou de laisser. Cet espace, qui est celui de la gratuité, active une autre boucle, celle de la gratitude. Cette robe, si je l'avais trouvée au lieu de la payer, je l'aurais regardée autrement. Tout usage que je lui aurais trouvé aurait été un bonus. Et si vraiment je ne lui en avais trouvé aucun, alors il m'aurait été aisé de la remettre en circulation. Et j'aurais été contente qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. La gratuité nous délie de la dette aux objets. L'objet de finalité, d'outil magique,
redevient juste un moyen au service d'une fin, et cette fin, ce n'est pas le profit, c'est l'usage. Au lieu de l'insatisfaction inhérente à l'acte d'acquisition, la gratuité dénuée d'attente génère de la satiété, un sentiment d'abondance et plus largement de gratitude. On est content d'avoir déjà tout ça. Content que l'autre soit content de ce qui ne nous sert plus. Content de cette spirale vertueuse de la création d'usages gratuits que nous activons tous ensemble. Nous éprouvons cette abondance parce que chacun a donné. Et qu'importe ce que chacun a donné, rien n'est comparable ni mesurable. Il y a autant de besoins d'usage que de personnes. Ce qui compte, c'est que nous participons tous à cette spirale du don, à cette circulation qui nous relie sans nous lier. L'ultime gratitude émerge alors, celle de faire partie de ce commun. L'autre n'est plus concurrent, mais allié. Tout cela ne peut arriver que grâce à lui, grâce à elle, grâce à vous, grâce à nous. Comment la gratuité opère-t-elle ce miracle ? Parce qu'elle ne se joue pas face à l'autre, mais avec l'autre. À la compétition, elle substitue la coopération. Il n'y a pas un vendeur et un acquéreur, un donateur et un donataire en face à face, et chacun dans son rôle, mais un espace entre eux, l'espace du commun. Cet espace libère l'échange de la nécessité d'une contrepartie, et donc de toute tentation de calcul ou d'obligation, au point de rendre caduque la notion même d'échange. La gratuité nous fait passer d'un échange duel à un partage dans le commun. Ce grâce à nous est un puissant ferment de concorde et de paix. Je vous invite vivement à le cultiver dans la période troublée qui s'annonce, en donnant chaque fois que possible tout son espace à la gratuité. Merci.